Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube d'IartSup. Je suis Eric Olivier, directeur du campus de Tours et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Richard Marion. Bonjour Richard. Bonjour. Alors le sujet du jour, le sujet que nous allons aborder, c'est la direction artistique. De quoi parle-t-on? De quel métier? Quels sont les périmètres de ce métier? Et pour ça, on va s'appuyer sur un cas concret, une belle carrière, celle de Richard. On va échanger ensemble, je vais te poser un certain nombre de questions, on va y répondre. Le but, c'est que les gens qui nous regardent puissent récupérer des informations, mieux comprendre quels sont nos métiers, s'y intéresser bien sûr, se projeter pour certains d'entre vous peut-être, c'est ce qui manque souvent quand on est en recherche d'études d'orientation. On va vous livrer un certain nombre d'informations qui devraient vous permettre de choisir en toute confiance et en toute connaissance de cause ces jolis métiers qui sont les métiers du graphisme, du design et de la direction artistique. Alors première question Richard, qui es-tu? Que fais-tu? Quel est ton poste? Voilà, quelle est ta situation actuelle? Donc je suis Richard Marion, je suis directeur artistique et gérant de l'agence de com Apirène depuis une quinzaine d'années maintenant. Quelles études as-tu suivies pour finalement arriver à faire ce métier? Alors, moi j'ai fait des études il y a déjà un petit moment, donc il n'y avait pas le choix qu'on a maintenant. Donc j'ai fait un BTS qui s'appelait Communication et Action Publicitaire. D'accord. Qui était un peu plus orienté vers la conception-rédaction que vers le graphisme. À l'époque, les écoles de graphisme étaient assimilées plutôt à des écoles de dessinateurs. Oui. Et moi, c'est la pub qui m'intéressait, donc voilà le BTS que j'ai fait. D'accord, donc plutôt du côté de la conception, de l'écriture des messages publicitaires. Exactement. Ok, ouais, d'accord. Ça. Le texte. Un littéraire. On peut dire ça comme ça. Peut-être que tu as gardé cet esprit littéraire dans ton travail. On en Alors, tout à l'heure. ce que j'essaie de faire, c'est à chaque fois donner du sens, et donner du sens avec les mots, avec les accroches et avec les concepts. D'accord. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ces métiers? Pourquoi tu as envie de faire ça? Depuis mes 15-16 ans, toujours été passionné par la pub. Oui. La pub que je voyais, les accroches qui résonnent encore en moi, comme celle pour le Club Med ou celle pour certains champagnes, enfin bref, c'est quelque chose qui me plaisait, l'idée qu'avec une simple image et une simple phrase ou une simple accroche, on puisse résumer une situation, une marque ou autre. Je trouvais ça assez génial, donc voilà, c'est ce que j'ai souhaité faire tout de suite. La pub des années 80 peut-être? La pub des années 80. Je crois qu'on a à peu près le même âge, et c'est donc les années culture pub, les années Séguéla, ces spots publicitaires, la créativité. Oui, là on parle d'une époque créativité et budget quand on ne retrouvera plus après, mais c'est une époque en tout cas qui a, je pense, suscité certaines vocations, dont la mienne. Je te confirme que moi aussi, c'est ce qui m'a amené vers ces métiers-là. En quoi consiste ce métier de directeur artistique? Est-ce qu'on peut essayer de développer? Est-ce que tu peux nous en parler à l'aune de ton expérience et de ce que tu as fait, bien évidemment? Il y a une comparaison que j'aime bien faire, c'est, alors pour moi, un bon directeur artistique, c'est comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il doit être capable de donner le tempo, d'harmoniser une campagne, de trouver le concept, etc. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément capable de jouer de tous les instruments qu'il a devant lui, mais il est capable de les mettre en scène, de les mettre ensemble pour qu'au bout du compte, avec une idée directrice de départ, on arrive à quelque chose de bien. Donc je dirais, c'est un peu ça le... Chef d'orchestre, ouais, c'est un bon résumé. Alors, chef d'orchestre qui joue de quels instruments? Quels sont les métiers, quelles sont les spécialités qu'on retrouve dans le monde du design, du graphisme, etc. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Est-ce que toi, tu as occupé certains de ces postes avant de devenir un directeur artistique? Oui. Comme je le disais, à l'époque, il n'y avait pas des formations de directeur artistique, c'est-à-dire qu'en général, on commençait tous par être graphiste junior, graphiste senior, puis on devenait DA si ça se passait plutôt bien. Ça a été mon chemin, bien que les études soient orientées concepteur-rédacteur. Dans les agences de taille petite ou moyenne, il n'y a pas forcément un poste à plein temps pour un concepteur-rédacteur, donc il doit être aussi graphiste. Un bon DA, c'est d'abord un designer graphique, un graphiste. Oui. Et donc, il sait se servir des outils de maintenant, absolument. Après, il peut avoir des compétences particulières en photo, en typo ou autre. Déjà, être capable de faire des mises en page qui tiennent la route et capable de mettre tout ce beau monde en relation pour que ça fonctionne. Tout à fait. C'est un touche-à-tout, en fait, le directeur artistique. C'est quelqu'un qui connaît un petit peu tout, qui bricole beaucoup, qui fait de la photo, qui fait de la vidéo, qui fait du dessin, et du graphisme, bien sûr. Il dessine des logos, il manipule la typographie, la mise en page, tu en dis. Tu l'as dit, c'est quelque chose d'extrêmement important, la notion de mise en page, de hiérarchisation de l'information. Il peut faire du design de packaging, tous les produits, les emballages. De la signalétique. De la scénographie. De l'affiche, de la publicité, du spot publicitaire télé, donc du storyboard, de la communication institutionnelle, travailler pour les grandes entreprises, les grands comptes, faire du web, et maintenant du design digital, tout ce qui est interactif, les réseaux sociaux, etc. Bref, vous le voyez, les champs d'application, les champs de compétences des métiers de la direction artistique sont extrêmement vastes. Et j'ai envie de dire, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est quelque chose qui permet vraiment à quelqu'un qui est un peu créatif d'arriver dans un métier où on s'ennuie jamais. Enfin, moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Ah oui, enfin, ça c'est quelque chose que je dis de manière assez récurrente, c'est que je ne vais pas au travail le matin, c'est sûr. Quand on fait le job qu'on a choisi de faire, déjà c'est bien. On n'a pas le temps que ce soit un travail ennuyeux, c'est impossible, ça va
souvent vite. Des fois trop vite. Ouais, parce qu'on nous demande de travailler sur les délais de plus en plus serrés, mais Ouais. non, c'est bien l'idée que tout ça doit rester un vrai plaisir qu'on a connu au début et ce qui nous a motivé à le faire. Les principales missions du directeur artistique dans une journée, par exemple, de travail en agence, ces principales missions, ce seraient lesquelles? Alors, le DA pur, bien sûr, recherche de concepts, de mise en page, chercher des équipes, essayer de trouver le bon photographe, le bon droniste s'il y a besoin, etc. pour monter le projet. Et puis un petit peu au-delà dans mon cas, puisque je suis gérant de la société, encore un peu plus les rendez-vous clients, la rédaction de recos, etc. Mais globalement, le DA, toute la journée, il est soit en train de mettre en place une équipe, soit en train de la suivre, soit en train de chercher une idée, soit en train de se cultiver à quelque chose pour le projet. C'est ça. Et tu viens de dire quelque chose qui est important. Le directeur artistique qui travaille avec son équipe dans l'agence, en fonction de la taille de l'agence, des fois c'est 3-4 personnes. C'est ça. Dans les très grosses structures, ça peut être beaucoup plus. Mais il travaille aussi avec des gens de l'extérieur, et ça c'est important de le préciser parce que certains prestataires ne sont pas forcément à l'intérieur de l'agence. Le photographe par exemple, ça peut être un photographe professionnel à qui on fait appel, un photographe ou un vidéaste, ponctuellement pour une mission. Et dans ces cas-là, le rôle du DA, c'est bien de coordonner le travail des gens en interne avec celui des gens en externe et la relation avec le client, bien sûr, tout ce qui est cahier des charges, planning, etc. etc. Sachant que bien qu'il y ait des équipes qui soient composées de 2, 3, 5, 10, 15 personnes, celui qui est sur le pont qui va défendre le projet, celui qui va le refaire ou autre, c'est bien le DA. C'est ce que je disais pour le chef d'orchestre, c'est-à-dire que si la partition n'est pas top, on va pas aller chercher le premier violon pour lui dire c'était pas bien. C'est le chef d'orchestre qui est responsable de la ligne créative de chaque projet. Le chef d'orchestre qui est un chef d'équipe parce que c'est un travail éminemment d'équipe. Hein. C'est très important de le souligner. C'est un travail d'équipe. Moi je connais personne qui sait faire tout seul. Oui, c'est pas possible. Alors, il est vrai que dans certaines évolutions professionnelles, on a des gens qui, après avoir passé un certain temps en agence de communication, en studio de création, décident de prendre la voie du freelance, donc de travailler seul. Mais très souvent, ils travaillent en collaboration avec des structures, avec des agences, et que de toute façon, on travaille toujours avec le client. Donc en réalité, on n'est jamais totalement tout seul sur un projet. Alors la collaboration avec les clients, on en parle 2 secondes. Comment ça se passe? Il y a autant de collaboration client que de clients, c'est-à-dire que c'est très variable. D'abord, si c'est un petit client, un moyen client ou un gros client, petit et moyen client, on a les gens en direct devant nous, on peut échanger des choses, on peut essayer de bien comprendre ce que le client a en tête. Quand ce sont des plus gros clients, il peut y avoir des directeurs de service ou autres, et là c'est la prise de brief, elle est primordiale parce que il peut être dit des choses qui sont pas forcément celles que la direction souhaite. De toute façon, la relation client, elle est vraiment étroite tout le long du projet. D'abord, les projets sont pas extrêmement longs et elle est étroite puisqu'il y a forcément des allers-retours, des corrections, des modifications, on déchire tout, on recommence. Et une notion, moi, que j'avais très vite compris aussi, c'est qu'il faut aussi apprendre au client à exprimer ses idées. Chez les très gros comptes, etc., les services marketing sont très en place, avec des gens qui sont déjà dans les process, et donc ça roule plus vite, c'est plus facile. Mais quand on est chez les petits clients, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des agences de communication, il faut les amener à formuler le projet avec des bons termes, à fermer des portes pour éviter qu'il y ait des incompréhensions, des fausses routes, des malentendus, rester le plus efficace possible dans le projet, donc aider le client à formuler son idée, ça fait partie, je crois, aussi totalement du projet. Ouais, c'est primordial, c'est-à-dire que quand on va récupérer un brief, il faut évidemment en ressortir avec un maximum d'éléments et savoir où on va, parce que ça s'apprend, tu as raison, de dire à un client voilà ce dont j'ai besoin pour commencer à travailler. Parce qu'au final, on va créer, se faire plaisir avec son argent, c'est pas rien. C'est ça. Alors, première étape, effectivement, le client. Peut-être qu'on peut préciser comment ça se fait une prise de brief, quelles sont les questions que tu poses à tes clients pour mieux cerner leurs demandes. En avant-propos de ça, il y a une directrice qui m'avait dit un jour, quels que soient les rendez-vous que tu fais, la première minute du rendez-vous et la dernière minute du rendez-vous sont les plus importantes. Même si entre les deux, il s'est passé 4h30, c'est le moment où le client va dire exactement ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il veut au début et à la fin. Et j'ai essayé de garder ça à chaque fois parce que c'est assez juste. Et puis entre les deux quand même, il faut poser des questions précises, notamment quel public vise-t-on, quels sont leurs comportements et habitudes, quel type de projet on va mettre en place, sur quel support, avec quel budget et dans quel délai. Il faut absolument partir avec ces éléments-là puisque c'est le nerf de la guerre. Alors le budget pas forcément dit, mais on sait assez rapidement à la taille du client et à la demande qu'il va avoir, dans quel type d'enveloppe on est. Et moi j'hésite pas à parler d'argent très vite dès le premier rendez-vous. Ben, ça évite surtout, ben oui, puis ça évite les impasses. C'est-à-dire qu'en fait, si le client pense qu'il va avoir une campagne internationale pour quelques centaines d'euros, il faut tout de suite le faire redescendre sur terre, entre guillemets. Oui, et puis les clients ont toujours du mal à se dire ouais, un logo ça vaut ce prix-là, mais c'est juste un dessin et un nom, vous plaisantez. Donc moi j'ai la chance d'avoir des clients qui sont habitués à ça, et s'ils font appel à l'agence, c'est qu'ils ont déjà vu ou le site ou les types de projets, mais on a encore des réflexions dans ce genre-là. Je saisis ta remarque au vol, effectivement.
Ça coûte combien la création? C'est très difficile d'évaluer le coût d'un logo. C'est quelque chose qui a fortement diminué au fil des décennies. Dans les années 70-80, une charte graphique, ça pouvait coûter extrêmement cher. Le logo, aujourd'hui, ça coûte combien? Alors, il n'y a pas de réponse à cette question. En fait, la réponse à la question, c'est pour quel client on fait le logo. C'est-à-dire que globalement, le processus créatif, il est le même. On vient prendre un brief, on va travailler sur des croquis, sur des finalisations, on présente 2 ou 3 pistes, on en améliore une, on finit par en finaliser une qui va peut-être devenir une charte graphique. Si c'est pour une entreprise moyenne de Touraine, c'est un prix X. Si c'est pour Air France, c'est X fois 1000. C'est globalement quand même le client qui fait le prix, alors que le travail, il n'est pas si différent que ça. Alors le travail du logo n'est pas si différent. Après, ce qui peut faire la différence aussi, c'est le déploiement de la charte graphique. Je dis ça parce que tu as dit compagnie aérienne. J'ai croisé le travail d'une agence qui avait fait la charte graphique de la compagnie UTA dans les années 80. La charte graphique faisait 300 pages. Et donc, évidemment, là, ça coûte très très cher. C'est un déploiement. Là, je parlais de la démarche créative au départ, qui est, si on fait bien son boulot, qui est d'appliquer les mêmes recettes pour un petit, moyen ou un gros client. Oui. Voilà. On peut mettre au point un logo. On peut avoir l'idée d'un logo en quelques minutes. C'est ça. La finalisation, c'est plus long. La finalisation, c'est plus long. Convaincre le client, ça peut prendre du temps. Il y a les retours, les retouches. Mais on peut avoir une idée géniale en quelques minutes. Et l'histoire de la pub, l'histoire des marques est jonchée comme ça. Il y a grands exemples. La virgule de Nike, etc. Je crois que c'était une étudiante qui avait fait ce logo. Le swoosh, voilà. Il faut avoir ça à l'esprit. Ce métier est un métier de créatif, un métier d'idées, un métier d'instantanéité, un métier de trucs, de bidules, de débrouille, de curiosité, d'ouverture d'esprit. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des idées et à avoir des très bonnes idées assez rapidement. Parce que le temps, c'est de l'argent aussi. Et on ne peut pas passer 6 mois sur un logo quand on l'a vendu 3 000 € un clip. On en reparlera peut-être au cours de cet entretien. Certainement. Alors, comment jongles-tu entre créativité et contrainte du client, justement? Comment ça se passe Et budget. 3 éléments importants. Il y a un truc. Comme ça. D'accord. Voilà. Tout simplement. Alors en fait, il faudrait 3 mois et tu n'en as que 2. Donc, dans les 3 éléments que tu as cités, toujours 2 en mouvement, comme tu as pu voir. Ouais. Un coup l'argent, un coup le projet, un coup la créativité. Mais Alors maintenant, on est revenu de chez le client. On a notre brief, on va s'exprimer, on va parler peut-être avec les équipes, on va voir qui on mobilise pour la réalisation de ce projet. Alors comment on s'y prend? Comment on met en marche la créativité au sein d'une équipe? Quelles sont les étapes que tu vas mettre, que tu vas déployer pour déployer ce projet, pour le réaliser? C'est à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est aller piocher dans ses connaissances, dans sa culture générale, dans ce qu'on sait faire, pour essayer d'avoir une première idée de vers où on va aller, et puis très vite en parler avec les graphistes ou autres qui sont ici, pour que eux ils écoutent le brief, ils écoutent ce que moi j'en ai ressorti, et qu'ils se disent, en général, un crayon à la main, les briefs se font toujours comme ça, soit ils écrivent des mots, soit ils commencent à griffonner des choses, soit on fait des refs, soit on le fait ensemble, soit chacun et on se retrouve après. Mais en tout cas, c'est d'essayer de lancer ça. Et il y a une période très très importante, c'est le moment où chacun de nous se dit « ça, c'est la bonne idée ». Et là, on se retrouve, brainstorming géant. Le brainstorming, j'attendais que tu me le dises. C'est absolument indispensable. Le fameux brainstorming, bien sûr. C'est le moment où on peut se lâcher sur plein de choses évoquées par rapport au client. Il y a à peu près 95% des choses qui sont jetées mais il faut ce moment où on se lâche. Il faut trier. Et puis après, on se met autour de la table en disant voilà, telle ou telle idée, elle mérite qu'elle soit développée. Et c'est ce qu'on fait. Depuis 35 ans maintenant, 3 grosses décennies, le métier a changé de façon fondamentale parce qu'il y a un élément qui va faire sourire les gens quand vous allez booker, qui est arrivé dans nos métiers, qui s'appelle l'infographie. Avant, on faisait ce métier avec des outils traditionnels, on faisait tout à la main, et depuis l'arrivée d'outils comme la suite Adobe, Illustrator, Photoshop, WorkExpress, puis InDesign, on est assisté par ces outils de création. Lesquels utilises-tu? Dans quel ordre? Comment? Quelle place prend pour toi dans ton processus créatif, dans ta réflexion, dans ta production? Quelle place prennent ces outils? Toute la place. 95% de la place. C'est-à-dire que, curieusement, à chaque fois, en tout cas les gens de ma génération, à chaque fois qu'on commence à réfléchir à une idée ou qu'on commence à... C'est toujours papier-crayon. Mais très vite, c'est-à-dire dans les minutes qui suivent, il faut qu'on ait une idée de ce que ça peut donner en vrai. Un indispensable absolu, c'est maîtriser parfaitement la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign au minimum. Et plus si affinité, logiciel de 3D aussi si on peut. Mais, enfin, il n'y a même pas de discussion, il faut les maîtriser absolument et parfaitement. D'accord. Ça me permet d'arriver sur un thème actuel qui fait beaucoup débat. L'IA, l'intelligence artificielle. Je précise pour les gens qui nous regardent que l'intelligence artificielle n'est pas née il y a 2 ou 3 ans, elle est là depuis des années et des années, notamment dans les logiciels, tout un tas de fonctions, par exemple dans Photoshop,
Les outils tampons, les outils de retouche, etc. sont des outils dits d'intelligence artificielle. Nonobstant, maintenant, ils sont hyper présents et ce sont de vraies aides à la création. Comment tu vois ça, toi, dans ce métier, l'arrivée de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu en as peur? Est-ce que tu... Voilà, quel est ton ressenti? Moi, j'ai un rapport assez particulier avec ça parce que tu parlais de l'arrivée de l'infographie, des Mac et de la suite Adobe. Il se trouve que quand j'ai commencé à travailler, dans l'agence dans laquelle j'étais à l'époque, j'ai fait une mission chez RSCG, tout le monde travaillait à la main. Oui. Et puis, c'est l'année de bascule où le chef de studio est arrivé en disant le plus jeune, c'est Richard, tiens, voilà un Mac de FX, voilà Quark Express, le bouquin comme ça, et on se revoit d'ici un moment. J'ai l'impression que la bascule, elle est aussi importante avec l'IA. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura forcément une création avant et après. Après, mon rapport, il est assez simple. Je trouve absolument formidable les outils d'IA qui sont intégrés au logiciel que j'utilise. Après, mais ça n'est que mon avis, je pense que l'IA est capable de créer, mais elle n'est pas capable d'inventer. Elle est capable de créer en croisant des milliards de données, pourquoi pas en ayant même une idée créative. J'ai fait le test pour préparer cet entretien, Oui. et ça marche éventuellement. Par contre, elle n'inventera jamais rien. Enfin, non. Pour l'instant. Pas encore. Pour l'instant. Donc là, on a vu tout le processus créatif. On ne va pas revenir sur la relation client parce qu'on retourne voir, on se met d'accord, on est au point, puis après on livre quelque chose. J'aimerais qu'on aborde des cas concrets. Alors, récemment, de quel projet tu pourrais nous parler? Projet récent, marquant, remarquable, que tu as, toi, mené avec un client. Tu pourrais nous parler. En y réfléchissant un peu pour préparer à nouveau cet entretien, il y a deux événements marquants, évidemment. C'est la première campagne. J'étais encore à Clermont-Ferrand à l'époque. À cette époque, Clermont accueillait, c'était en 91 ou 12, accueillait pour la première fois le prologue du Paris-Dakar. Et moi, c'était mon premier boulot. Hein. J'arrivais en tant que graphiste junior chez Publicis. Oui. Et donc, on nous demande de travailler autour de ça. Et évidemment que la première, elle est impactante, puisqu'il y avait des 4x3 partout, le magazine de la ville, et on s'était bien amusé en transformant en fait la silhouette de la chaîne des Puys en dune du désert, avec une accroche toute simple, qui était « Tiens, cette année, nos volcans prennent de drôles de couleurs ». La chaîne des Puys... à Clermont, c'est comme la Tour Eiffel à Paris. Tout le monde connaît cette silhouette, etc. Donc, on s'était bien amusé et la première est forcément marquante. La deuxième à laquelle je pense, c'est pas une campagne, c'est une création de logo. Oui. Je vais faire rapide parce que ça a mis 13 mois. 13 mois pour faire un logo. Ouais, l'enfer. Raconte-moi un peu ça. L'enfer. Quand le pôle santé Vinci se monte à Chambray, donc c'est la réunion de plusieurs cliniques, un nom a été trouvé. Ils avaient décidé de demander aux salariés de faire des propositions de noms. Et eux ont dit, on va l'appeler Léonard de Vinci. Donc, on savait que ça s'appelait Pôle Santé Léonard de Vinci. Évidemment, une magnifique clinique, etc. Je rencontre le directeur de circuit patient par l'intermédiaire de ma directrice qui dit, voilà, on a besoin d'un logo. Bon, c'est pas le plus important pour nous, mais on va avoir un logo qui représente ça, ça et ça. Il m'expose le... Donc, on commence à répondre au brief. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, ça se passe normalement. Oui. Ça se passe même anormalement, c'est qu'on n'était même pas en concurrence. Et puis on commence à présenter 2 ou 3 choses. Ce que j'avais pas imaginé, c'est que le circuit de décision, c'était l'ensemble des actionnaires. Donc ils étaient ou 13 ou 15 ou 17, je sais que c'était un nombre impair, parce que quand je suis arrivé dans la salle, je me suis dit, ok, déjà ils sont impairs, s'il y a un vote, ça va aller, on est sûr que ça prendra pas 10 ans. Ça penchera d'un côté ou de l'autre. Sauf que pas du tout. Il fallait que tout le monde soit d'accord, qu'il y ait une unanimité sur les logos présentés. Et là, ça commençait à être compliqué parce qu'on avait des retours. Je trouve que ce rouge fait Conforama, le C, il fait pas un peu cadre agricole, etc. Et à chaque fois, on retournait à la planche et on essayait. Je pense qu'on a essayé tout ce qui était possiblement essayable. La forme de la clinique, vue d'avion, ça faisait un peu un H. Elle s'appelle Pôle Santé Vinci. On a été recherché au niveau de Léonard de Vinci. On avait fait des logos avec l'homme de Vitruve. On a essayé des molécules qui faisaient médicaments. On a essayé. Enfin, il y a un moment où on s'est dit, avec un graphiste, il me disait, bon Richard, je pense qu'il faut qu'on rende le chèque. C'était une blague entre nous, on n'y arrivera pas. Et puis des allers-retours incessants, et il le disait en toute bonne foi, mais on n'y arrivait pas. J'ai redemandé à ce qu'on redéfinisse un brief, parce qu'on était au bout d'un certain truc, quoi. Et on m'a dit, mais c'est simple, nous on cherche quelque chose qui soit commun à toutes nos spécialités, sachant que les spécialités elles sont nombreuses. Et au retour, j'ai dit, bon, allez, je passe à la pharmacie, je connaissais bien la pharmacienne, je lui explique, je dis voilà, qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes les spécialités, enfin on tourne en rond, et presque en plaisantant, elle me dit, l'aspirine pour les maux de tête, sinon je vois pas. Et puis ça nous a fait sourire tous les deux, on est remonté avec cette idée, j'ai demandé à des gars de réfléchir à ça, et la grande chance, c'est que effectivement, c'était la bonne idée. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans les nombreux travaux de Vinci, il avait inventé une décoction de feuilles de saule pour soulager les maux de tête de certains patients, donc il leur trempait la tête dans l'eau. Bon, a priori, ça avait l'air efficace. De fil en aiguille, on s'est dit, ok, on va chercher ça. C'est quoi le saule? C'est du Salix alba. Et vous allez voir maintenant le logo du Pôle Santé Vinci. C'est une feuille de saule, une feuille de Salix alba, qui fait le lien entre De Vinci et les soins communs à tous. Alors,
Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent à la clinique en se disant quelle bonne idée cette feuille de Salix Alba. Mais en tout cas, quand on l'a présenté, carton plume, etc. partout, c'est la première fois où on a entendu quelqu'un qui dit, bah voilà. Ah oui, quelqu'un dans l'assemblée des décisionnaires a dit, ben voilà. C'est ça. En fait, comme si c'était évident qu'ils attendaient ça depuis 13 mois. Donc voilà, donc ça apprend un peu l'humilité parce que j'ai vraiment pas gardé toutes les pistes, mais je pense qu'on était à une quarantaine de pistes en tout. D'accord. Et là, à partir du moment où cette piste est arrivée, ça a été réglé, ils se sont mis d'accord. Ça a été réglé, on a enchaîné sur la signalétique, on a enchaîné sur le document du circuit patient, etc. etc. et ils l'ont toujours, et ils sont ravis, ils trouvent ça très élégant, etc. Voilà, c'est... Une histoire qui se termine bien. Une histoire qui se termine bien, ça commençait à être un peu compliqué en agence parce que le prix il est le même au départ qu'on y passe 1 an ou 1 semaine. Bien sûr. Mais bon, c'est quand même un lieu assez connu, assez prestigieux, donc le but c'est qu'on y soit arrivé. Ça c'est bien terminé et des fois ça marche pas. Ouais. Des fois la campagne marche pas, l'idée qu'on a fonctionne pas. Tu as souvenir de choses comme ça ou... J'ai un exemple d'une campagne qui est complètement tombée à l'eau. Je pense que tu dois te souvenir de la campagne qui avait fait beaucoup de bruit, I Love You. Oh oui. Elle a bien fonctionné pendant 1 an, 1 an et demi, et ensuite l'instance responsable de ça a lancé une consultation en disant voilà, on voudrait surfer sur ce buzz énorme, donc on garde cette même idée de love, loche, etc. Donc travailler sur des campagnes, bon voilà. Je t'arrête juste 2 secondes pour les gens qui nous regardent et qui seraient éventuellement pas de la région Tourangelle. Loche est une sous-préfecture, une ville passée historique, un château, un donjon, etc. Donc c'était la communication de la ville de Loche. On avait trouvé cette idée, enfin en compagnie de professionnels, à Loche. Et qui a vraiment très très bien marché. Oui, tout à fait. Donc on était plusieurs, parce que là c'était une consultation, à recevoir un brief écrit assez clair comme ça. Moi j'ai passé pas mal de temps à répondre à cette maquette et j'avais fait une proposition dont l'accroche était All You Need Is Love, qui rebondissait sur la même chose, etc. Bon voilà. Et puis il y avait d'autres agences qui avaient répondu avec Loge Story, enfin voilà, c'était le même environnement. Et on s'est tous fait bananer parce que on a appris qu'en fait la direction, pas celle qui a écrit le brief, ne voulait absolument plus d'anglicisme dans sa région, et qu'à partir de maintenant, on a arrêté avec ça. On dit qu'il faut apprendre quand ça marche pas. Là, j'ai vraiment appris une chose, c'est de ne pas se contenter d'un brief envoyé par mail et d'insister pour aller rencontrer la personne qui est décisionnaire. Sinon, on n'a pas les bonnes infos, la preuve. Alors, au cours de ta carrière, est-ce que tu as constaté une évolution de la demande des clients, la façon dont ils demandent, les attentes du client? Est-ce que c'est quelque chose qui a bougé? Oui, moi j'ai le sentiment que les clients d'avant étaient beaucoup moins informés de comment ça se passait, un logo, une charte graphique, une campagne de com, etc. Là, ils sont beaucoup plus au courant. En général, quand on est reçu, ils sont allés voir le site, ils sont allés voir l'Instagram, ils savent à peu près ce qu'on fait, donc ils sont plus au fait de ça. Et puis la deuxième chose qui a changé vraiment au fil du temps, c'est qu'on nous donne de moins en moins de temps pour le faire. Oui. L'informatisation, super. L'IA, ça va être encore pire, c'est-à-dire que il y a encore des gens qui pensent qu'on appuie sur un bouton et que ça va sans doute sortir un logo. Maintenant que l'IA est en train de prendre beaucoup de place, j'ai peur que ce soit encore pire. Alors que finalement, la réflexion créative, le processus créatif, c'est toujours le même. Il est le même. C'est la production qui va plus vite. Mais on n'est pas censé aller plus vite sur les idées. Tout à fait. Voilà peut-être les 2 choses qui ont évolué, parce que sinon pour le reste, les budgets sont les mêmes problématiques qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc ça c'est pareil. D'accord. Alors je précise vraiment par rapport aux jeunes qui le regardent et qui envisagent ces métiers. Bien sûr, les choses vont plus vite, mais on les fait beaucoup plus vite aussi. C'est-à-dire qu'en fait, toute la phase préparatoire, la phase créative, bien sûr, elle doit toujours maturer, donc prendre un certain temps, les échanges avec l'équipe, le brainstorming, etc. Par contre, il est évident qu'aujourd'hui, pour produire un document, avec les outils d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on faisait il y a 30 ans, et sans commune mesure, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus aisé. Là, je me rappelle de Quark Express qui demandait des fichiers de tel format. Si tu avais le malheur de rater une étape, de laisser un fichier RVB et t'envoyer chez le flasheur, tu avais un trou dans ton film et il fallait recommencer. Aujourd'hui, InDesign, qui a été un précurseur, InDesign accepte tous les formats, concatène tout et c'est l'imprimeur qui se débrouille derrière pour que ce qui était dans la machine puisse sortir correctement. C'est à peu près ça. En général, ils nous fournissent un flux d'impression qu'on respecte dans le document et tout se passe bien. Alors, puisqu'on est dans la projection dans le temps, la vision, comment tu fais pour rester pertinent? Parce que on a démarré il y a quelques décennies, on avait des idées, on était dans in the mood, dans une époque avec des codes. Les codes, ils évoluent tout le temps.
Les clients aussi, ils évoluent, leurs demandes évoluent. Comment tu fais pour rester pertinent et pour rester à la page? Alors déjà, j'espère que je le reste pertinent, c'est pas à moi de le dire, mais il y a deux choses essentielles que je fais en tout cas, c'est de continuer à aller chercher tout ce qui se fait partout, en photo, en mode, en bande dessinée, en design, en graphisme, en illustration, en typo, continuer à se nourrir de choses qui a priori n'auraient pas forcément un rapport direct, mais dont on va se nourrir, aller voir des expos, etc. Ça c'est vraiment, c'est ultra important. Il faut aussi se tenir au courant, c'est pour ça que je parle de culture générale solide, c'est qu'il faut être au courant de la politique, de tout, de l'économie, etc. Parce qu'on ne sait pas à quel moment une campagne va devoir s'appuyer sur tel ou tel levier. Et puis la deuxième chose, c'est que je continue beaucoup à recevoir des pros dans plein de domaines. J'ai un exemple en tête, par exemple, on cherchait un photographe pour le château de Chenonceau pour prendre les pièces, mais de manière un peu différente de ce qui avait été fait. Oui. J'ai contacté un photographe d'art qui ne faisait que ça, en disant voilà, au lieu de prendre des œuvres d'art ou des sculptures ou autres, j'aimerais que l'œuvre d'art ce soit la pièce ou le château. D'accord. C'était pas forcément dans ses habitudes, mais en allant demander à un spécialiste d'un autre domaine comment il verra la chose, ça peut être pertinent. Ça peut être valable aussi pour un photographe ou pour un illustrateur qui fait autre chose que ce dont on a besoin. On le sort de son habitude et il est capable de déployer un truc qui est étonnant et par conséquent pertinent. D'accord. Pousser chaque membre de l'équipe, pousser chaque intervenant, chaque spécialiste à se réinventer en permanence. Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que le métier de directeur artistique, finalement, il a évolué, il a changé dans le temps par rapport au métier que tu as connu quand tu as commencé et à celui que tu pratiques aujourd'hui? J'ai l'impression que ce qui peut changer, ce qui a pu changer, c'est que avant j'ai l'impression qu'on devenait directeur artistique après les étapes classiques de graphiste junior, senior ou autre, assistant directeur artistique. Exact. Et c'était quelque chose qui se faisait dans le temps. Là j'ai l'impression qu'il y a maintenant des formations qui sont extrêmement bien fichues pour qu'on puisse sortir en tant que DA junior maintenant, oui, pour peu qu'on ait les bons outils, les bons réflexes et que les gens soient hyper motivés. Donc c'est peut-être ça qui a changé, c'est que je pense qu'on va avoir des DA juniors beaucoup plus jeunes, et tant mieux. Oui, et des formations, IARTSUP propose cette formation, elle s'appelle direction artistique, où effectivement on balaye l'ensemble des disciplines, où on les initie à l'ensemble, à la photographie, à la typographie, à la mise en page, à la création publicitaire, au packaging, à la 3D, au motion design, très important. Je rappelle que IARTSUP a été classée 2e école mondiale en motion design et 2e aussi en direction artistique, donc on est vraiment dans notre sujet chez IARTSUP. Ça fait partie des choses, c'est les points forts de nos formations, c'est d'apprendre tout ça. Alors on a évoqué aussi tout à l'heure, il y a des évolutions technologiques, mais il y a aussi une grosse évolution sociétale. On a vu apparaître Internet, les réseaux sociaux, les influenceurs, les youtubeurs, les gens qui gravitent un peu autour de nos métiers. Quelle est ton approche, quelle est ta vision de ces nouveaux métiers qui viennent un petit peu graviter autour des ventes? Ils sont absolument incontournables dans les campagnes. On intègre de plus en plus du storytelling et les storytellers ont vraiment tout leur rôle à jouer, c'est-à-dire qu'ils sont capables de conceptualiser de manière digitale sur les réseaux sociaux appropriés la façon dont on parle de la marque ou dont on parle du produit. Il y a même certaines campagnes qui ne sont plus que des campagnes basées sur les réseaux sociaux. J'écoutais hier que Jacques Mus ouvre sa nouvelle boutique à New York. Il n'y a pas de pub, il fait venir un YouTuber qui a 5 millions de vues. Ils font partie désormais des outils, pardon de le dire comme ça, mais des outils à notre disposition pour faire connaître un produit ou une marque. Ils sont à part entière à intégrer dans une campagne de com. Alors, selon la typologie du client, c'est un peu, beaucoup, énormément. C'est un nouvel élément indispensable. Voilà. Il y a 35 ans, il y a 40 ans, on avait un produit à lancer, on avait appelé une agence qui faisait des affiches, qui faisait un spot télé, un encart presse, une annonce presse dans un magazine. Aujourd'hui, on fait appel à des influenceurs, des youtubeurs, des gens qui vont relayer l'info, qui vont donner leur avis, vont valider quelque part le concept. C'est extrêmement pratique puisque nous, en tant que créatifs et publicitaires, on n'a pas une obligation de résultat et c'est difficilement mesurable. Alors que là, on sait qu'en piochant un tel qui est suivi par 5,5 millions, s'il balance un message, il y a 5,5 millions d'occasions de voir. C'est ça. Point. Tout à fait. Donc je pense que c'est non seulement important, je ne connais pas encore bien les budgets et comment sont rémunérés les influenceurs pour ça, je pense qu'ils s'en sortent bien. Je crois que plus ils sont populaires, plus ils sont suivis, plus leurs services sont facturés cher. Comme avant, les carnets d'adresses des très bons commerciaux. On approche de la fin maintenant de cette petite interview. J'aimerais qu'on se retourne de nouveau vers les jeunes. Oui. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui envisage éventuellement d'entrer dans une école de création, qui se dit le dessin, je m'intéresse un peu à tout ça, à la vidéo, etc. Quel conseil tu lui donnerais pour entrer dans ce métier de la direction artistique? Je lui conseillerais une formation de ce type-là, du type de la tienne. Pourquoi? Parce que avant, les gens qui devenaient DA, ils avaient plutôt une spécialité, ou des graphistes, ou des concepteurs, ou des rédacteurs. Et c'est
une fois en stage, qui découvraient un petit peu tout et qui se l'appropriaient, qui pouvaient devenir des DA ou autres. Là, je trouve ce qui est bien, c'est qu'on va leur donner les outils directement, ils auront tout ça à leur disposition. Donc, ce que je peux leur conseiller, c'est si vraiment ça leur plaît, de commencer tout de suite à faire des choses. Tout de suite. Oui. De se faire son logo, de se faire sa carte de visite, de faire des ghosts, c'est-à-dire des fausses pubs qui existent et qu'on met à sa sauce. Non seulement ça permet de savoir son potentiel créatif ou la marge qui reste avant de faire un truc sympa, ça alimente un book. C'est vraiment un truc important, il faut s'y mettre de suite. Aujourd'hui, on peut avoir sans avoir besoin de se payer la suite Adobe immédiatement, certains logiciels qui peuvent y ressembler un peu, et après, quand ils seront à l'école de l'entreprise, ils auront les vrais. Mais ce que je peux leur dire, c'est allez-y, commencez. Je parlais de Jacques Mus tout à l'heure. Tous ces gens-là, ils ont commencé par faire des tout petits bouts de trucs, et après, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc, si ça les intéresse vraiment, faites des choses maintenant. Très bien, et ça, merci de cet enchaînement parce que ça me permet d'arriver au processus d'intégration de l'école IARTSUP sur le campus de Tours. Vous êtes intéressé, les choses qui ont été dites là vous amènent à vous dire « Ah, finalement, ça m'intéresse, etc. » Bon, comment ça va se passer? Eh bien, justement, vous allez prendre contact avec nous et vous allez être reçu en entretien et vous allez présenter un dossier créatif, un book. C'est un fameux terme qu'on emploie dans nos métiers et dans d'autres. Le book, c'est quoi? C'est un endroit où vous allez rassembler l'ensemble des éléments qui justifient votre créativité. Toutes ces petites choses, la photo, la vidéo, du logo, du dessin, la fausse pub, les petits essais sur des logiciels de montage, de la 3D, etc. Vous allez venir avec ce témoignage de votre sincérité, de votre envie d'intégrer ce genre de formation. C'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de maintenant peut-être que commence votre carrière. L'aune des conseils que tu as donnés, l'aune des conseils qu'on pourra vous donner dans cette école. Rassemblez vos idées, prenez votre courage à deux mains. Vous allez voir, ce n'est pas une épreuve très difficile. Vous venez témoigner de votre sincérité pour intégrer cette école et derrière, eh bien l'école fera le reste. L'école, c'est nous, c'est des programmes de formation, c'est des formateurs. Richard, tu nous as rejoint cette année en formation direction artistique, qui est un peu comme par hasard. C'est pas très original, mais c'est un fait. Des formateurs, des gens qui vont vous transmettre leur savoir-faire, leur passion de ces métiers, parce que voilà, c'est un terme que j'aime bien utiliser, qui est parfois galvaudé, mais il y a une vraie passion créative au sein de ces métiers-là. Et puis derrière, nous faire confiance, puisqu'on va vous amener à bon port, on va vous faire découvrir les étapes de ces métiers, les logiciels, bien sûr, la partie technique, parce qu'elle est non négligeable. Et puis tout le reste, toute la créativité, toutes les idées qu'on n'a pas encore eues, que vous aurez, que vous saurez avoir, et qui vous permettront de devenir un grand professionnel de la direction artistique. Avant qu'on se quitte, une anecdote, un truc à nous raconter, une petite chose rigolote, un truc qui t'a marqué dans ta carrière, je ne sais pas. Une anecdote, non, mais je ne peux pas finir sans faire une pirouette avec Jacques Séguéla. Oui. Le meilleur conseil que je puisse donner à un futur DA, c'est ne portez jamais de montre, ni Rolex ni autre, même après 50 ans. D'accord. Voilà, Jacques Séguéla, pour ceux qui sont les plus jeunes à nous regarder, était un grand publicitaire des années 80 qui a dit, ça fait déjà un moment, une petite vingtaine d'années, qui avait dit si vous n'avez pas une Rolex à 50 ans, vous avez raté votre vie. Soyez rassurés, vous n'aurez pas de Rolex à 50 ans et vous aurez réussi votre vie, certainement. Merci Richard. Donc je rappelle que cette interview a été réalisée dans le cadre d'un webinaire sur le thème de la direction artistique par le campus IARTSUP de Tours. Rappelez qu'IARTSUP a été reconnu et largement primé, les logos qui sont derrière moi le rappellent, par le site The Rookies, et que nous sommes notamment deuxième école de création publicitaire, de design publicitaire au monde. Donc IARTSUP Tours, c'est le niveau international à votre portée au niveau de la région. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis surtout, je tends le micro entre guillemets à Emmanuel qui est derrière son écran en ce moment et qui va répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, peut-être avez-vous déjà commencé à poser vos questions pendant la diffusion de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous posez ces questions, elle vous répondra. Il y a forcément un cycle de portes ouvertes, des ateliers préparatoires aux admissions qui sont possibles. Donc n'hésitez pas à consulter le site internet IARTSUP, page campus de Tours, et vous découvrirez toutes les informations, toutes les dates ultérieures qui nous permettront de nous rencontrer. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt j'espère au sein de notre école.